Bonjour à tous, c'est Feldup et aujourd'hui on se retrouve dans un des findings les plus conséquents que j'ai pu réaliser. La vidéo sur les musiques terrifiantes que j'avais fait il y a pas mal de temps. Ça fait partie de mes vidéos préférées sur la chaîne et en tout cas c'est une des vidéos que j'ai pris le plus de plaisir à écrire. Et donc l'idée de réaliser une suite à cette vidéo m'est venue assez naturellement. Néanmoins, je ne me voyais pas réaliser des tonnes de vidéos sur le sujet. J'avais envie d'englober une vidéo en entier pour vous parler de musique. De la musique sombre, des musiques qui font peur, et d'à peu près tous les coins un peu étranges de celle-ci. Alors, je préviens d'avance, cette vidéo va traiter de sujets graves, difficiles, et ce d'une manière qui est étonnamment beaucoup plus importante que dans la plupart des autres findings. Je vais réaliser un commentaire épinglé, donc qui se retrouve donc forcément en dessous de la vidéo. Et pour chacune des musiques que je présenterai, vous aurez des avertissements contenant relatifs au sujet traité, afin que certaines personnes éventuellement traumatisées ou ayant des mauvais souvenirs vis-à-vis de ce genre de sujet puissent simplement skip. J'essaye de faire de mon mieux pour également que les gens ne se sentent pas spoilés directement dans la vidéo. Comme vous avez pu le voir, il y a énormément de morceaux qui vont être traités. Des morceaux qui vont de tous horizons. On va essayer de poser des questions assez importantes sur la musique. Et donc sans plus attendre, bienvenue dans ce finding spécial. J'ai voulu faire quelque chose pour cette vidéo et sur le format de la vidéo. Les morceaux que je vous ai présentés sont d'abord tous très différents les uns des autres. Il va y avoir énormément de variétés. Également, j'ai voulu m'attarder dans plusieurs cas à des morceaux provenant souvent du même album ou du même artiste pour vous présenter simplement une facette d'un artiste. Et également, j'ai divisé la vidéo en 4 parties. Et je vais un peu schématiser cet univers de la musique étrange comme une sorte d'océan. Dans la première partie, je vous parlerai de la surface, de morceaux qui font peur mais qui n'ont pas spécialement grand chose autour d'eux. Ensuite, on ira dans les eaux claires, on est un peu dans les profondeurs, dans les choses un peu dures. On continuera dans les profondeurs, les eaux sombres. La lumière commence à disparaître un peu et là, tout devient un peu plus menaçant. Et à la fin, on plongera dans les abysses. Numéro 1, Beware the Friendly Stranger. Geogadi est le deuxième album du très célèbre groupe de musique électronique Boards of Canada. Il s'agit d'un des groupes les plus mystérieux de l'histoire de la musique. Ils ont toujours été mystérieux et un peu occultes dans leur présentation, faisant très peu d'interviews, montrant très peu leur visage, et n'hésitant pas d'ailleurs pour la sortie de leur album Tomorrow's Harvest en 2013 à créer carrément un ARG avec notamment des vinyles dispersés partout dans le monde. C'était du lourd et c'est un des meilleurs groupes de l'histoire de la musique électronique, selon moi et beaucoup d'autres gens. Ils ont commencé à faire de la musique très tôt dans les années 80 dans des albums qui aujourd'hui sont complètement perdus et dont on n'a plus aucune trace, mais on peut retracer leur début, leur premier album vraiment sur un label comme étant Music Has the Right to Children en 1998, un classique de la musique IDM Electronica. Et en 2002, leur deuxième album, Geogadi, sort. Et ça change tout de suite d'ambiance. En effet, leur premier album, Music Has the Right to Children, était très nostalgique, utilisant beaucoup de samples, notamment de documentaires animaliers, de choses relatives à l'enfance, et le tout était un peu une sorte de trip psychédélique nostalgique, avec des textures rappelant les vieux documentaires animaliers. Néanmoins, quand l'album Geogadi sort, les événements du 11 septembre 2001 se sont déjà passés. Et ils ont énormément inspiré la tournure beaucoup plus dark, occulte et pessimiste de l'album. Il s'agit d'une série de morceaux bizarres, un peu poussiéreux, glitchés, occultes, remplis de samples incompréhensibles et ultra obscurs, entrecoupés de petites vignettes sonores, de petites interludes qui feront le charme de cet album et d'ailleurs le charme de Boards of Canada en général parce que c'est une de leurs plus grandes manies. Et d'ailleurs, c'est ici qu'on trouve le morceau dont on va parler, le célèbre Beware the Friendly Stranger, et vous allez probablement tout de suite reconnaître cette musique. Vous la connaissez forcément, car il s'agit de la musique de fond des très célèbres vidéos de la série Salad Fingers de David Firth, qui sont devenues légendaires. La musique en elle-même est parasitée par ce son de statique grattant l'oreille, avec cette mélodie étrange et envoûtante. Mais Geogadi, c'est pas que ça, c'est aussi manipuler des samples obscurs, vieux, pour les transformer en morceaux cauchemardesques. Comme numéro 2, The Devil is in the Details. L'ambiance est éthérée et la musique est bizarre, avec ses voix étranges. Mais comme toujours chez Boards of Canada, si on analyse mathématiquement leurs morceaux, des infos cachées presque subliminales apparaissent. Ça fait partie des étranges obsessions du groupe, la numérologie, les mathématiques, les messages subliminaux, et ça leur a valu d'ailleurs, pour beaucoup, cette image de groupe satanique, qui franchement n'est pas vraiment méritée.
même si j'avoue que certaines choses font peur. Notamment les notes de la mélodie principale, comparées à la ligne de basse, sont à la sixte. Ces notes se répètent 3 fois, faisant donc constamment 6, 6, 6. Également, il est possible de trouver le nombre d'or plusieurs fois dans des détails. Le morceau est mystérieux, mais c'est pas le pire en termes de son, purement d'horreur. Numéro 3, A is to B as P is to C. Ici, on est en face d'un morceau assez indescriptible et l'un des collages sonores les plus cauchemardesques que je connaisse. Il s'agit d'une succession de samples et d'étranges sons qui, collés tous ensemble, donnent vraiment l'impression d'être dans un univers complètement horrible. Ici, on est en face d'un morceau assez indescriptible. Il associe des synthés étranges, des voix renversées et plein d'extraits complètement incompréhensibles et super étranges dans un des collages sonores les plus cauchemardesques que je connaisse. Le morceau cache d'ailleurs des messages seulement visibles une fois le morceau inversé. Les messages en question sont particuliers. Les percussions tournent autour de votre crâne avec cette voix perdue et étouffée. L'ambiance est lourde et mystérieuse. Mais c'est surtout l'histoire derrière le morceau qui donne des frissons. Marcus Eoin, un des membres du groupe, dira en interview qu'il aurait d'abord rêvé de ce morceau avant de se lever et de le faire, donnant un résultat 99% fidèle à ce qu'il avait entendu dans son rêve. Il a du mal à écouter le morceau depuis, tellement il lui fait peur. Le sample de voix est celui d'une station de nombres, des radios étranges gouvernementales servant à envoyer des informations codées à des agents par le biais des ondes hertziennes. On entendrait ainsi une séquence de la station E05, une station de nombres qui aurait été utilisée par la CIA. D'ailleurs, en parlant de station de nombres, numéro 5, le Conet Project. Alors pour le coup, lui, j'ai énormément hésité à le mettre carrément beaucoup plus loin dans la liste, mais j'ai essayé de ne pas le faire parce que je trouvais que la transition avec GeoGaddy était parfaite. Bien que le sample de Gyroscope n'en soit pas originaire, le Conet Project reste aujourd'hui la collection la plus complète d'enregistrements de stations de nombres. Sorti en 1997, le Conet Project est un album sorti sous la forme de 4 CD, dont un 5e s'est rajouté en 2013 avec une réédition et compile 176 enregistrements de ces étranges stations. Alors en vrai, quand j'ai dit que ces stations de nombres étaient gouvernementales, j'ai un peu menti. En vrai, ce n'est qu'une rumeur, parce que personne n'a jamais su quelle était réellement leur utilité. Et il y en a eu des tonnes, des centaines, dans plein de pays, mais personne n'a jamais su vraiment déterminer ce que ça disait. Personne n'a jamais su comprendre pour qui elles étaient destinées. Et encore aujourd'hui, il s'agit de l'un des plus grands mystères de l'histoire de la radiophonie. Zero. Group 1. Zero. Numéro 6, The Disintegration Loops de William Basinski. William Basinski, c'est un artiste-compositeur né en 1958 à Houston aux États-Unis. Il a, pendant toute sa carrière, expérimenté énormément avec les supports d'enregistrement, notamment les cassettes, les boucles magnétiques, les systèmes de delay et les systèmes de feedback. Un jour du début des années 2000, William Basinski se décide de digitaliser des enregistrements cassettes d'ambiance sonore très proches de ce que pouvait faire Brian Eno dans les années 80. Alors qu'il faisait la translation, un défaut de fabrication dans la tête d'enregistrement de la cassette endommagea la cassette. Il se décida d'enregistrer la cassette en boucle sur format digital dans l'objectif de capturer cette petite désintégration lente de la cassette, dégradant de plus en plus le son. À la fin, le son est méconnaissable et est complètement détruit, donnant cet enregistrement désolé et lugubre.
Mais c'est pas que ça qui est incroyable. C'est aussi l'histoire derrière la conception de cet album qui est formidable. Parce que alors qu'il finissait l'enregistrement, il se mit sur son rooftop à Brooklyn et vit au loin une tour s'écrouler. On était le 11 septembre 2001. Cette coïncidence lugubre fit que la Disintegration Loop devint la bande-son de la ville après les attaques. La pochette de l'album est l'extrait d'une vidéo du nom de DLP 1.1, vidéo enregistrée par Basinski lui-même, un plan fixe des dégâts de l'attaque avec la fumée s'échappant lentement des bâtiments sur fond des Disintegration Loops. D'un coup, c'est beaucoup plus sinistre. Numéro 7, Doubters City Song. You Won't Get What You Want de Doubters est un de mes albums préférés de tous les temps. C'est le comeback album du groupe Doubters, un des groupes de métal industriel les plus brutaux et puissants que je connaisse. Sorti en 2018, You Won't Get What You Want est un album qui ne vous ménage pas. Il est brutal, vraiment. Il est violent et avec des paroles particulièrement sombres, criées par le chanteur Alexis Marshall. Il y a 3 morceaux qui ressortent pour moi quand je parle de cet album et que j'ai envie de parler d'à quel point il peut être vraiment flippant. Le premier morceau de l'album est le plus étrange de tous. City Song s'ouvre sur un bruit distordu et grave accompagné d'un son de grosse caisse rapide qui pénètre les oreilles. Quand soudain, cette caisse claire distordue pénètre le son et agit comme une sorte de jumpscare. En arrière-plan, Alexis Marshall, d'une voix désintéressée, récite un texte décrivant une ville après une catastrophe dont l'origine est inexplicable. Mais ce n'est pas le plus terrifiant, car You Won't Get What You Want, l'album, semble cacher une narration qui s'exprime particulièrement dans les 2 derniers morceaux de l'album. Numéro 8, Doubters Ocean Song. Ocean Song, c'est un morceau à storytelling. Il raconte une histoire avec un personnage, etc. et une péripétie qui lui arrive. Mais quel cauchemar ce morceau. L'histoire que raconte Ocean Song est assez terrifiante. L'idée, moi, personnellement, me terrifie. C'est l'histoire d'un homme nommé Paul qui rentre chez lui quand il est soudain atteint d'une peur monstrueuse qui lui crie de se mettre à courir, s'enfuir de chez lui, le plus loin possible, sans aucune raison. Courir, courir, courir. L'imagerie est violente, exceptionnelle. Il court alors que l'atmosphère devient de plus en plus menaçante, perdant toute sa vie jusqu'à arriver au bord de l'océan. Et à ce moment, il ne s'arrête pas. Il continue à nager pour échapper au monde, en finissant par se noyer dans l'eau, alors qu'Alexis Marshall crie ses paroles en boucle. Absolument terrifiant. Numéro 9, Doubters Guest House. Guest House est l'une des meilleures fins d'album que je connaisse. Je vois ce morceau comme la suite directe du précédent. Alors que le personnage vient de mourir dans l'eau, il se retrouve dans une sorte d'endroit étrange entre la vie et la mort. Et le groupe présente l'idée de la vie après la mort comme être enfermé dans une pièce. On essaye désespérément de sortir, mais la porte est bloquée. C'est les cris désespérés du chanteur qui, personnellement, m'atteignent. Comme si le Paul du morceau précédent se rendait compte qu'il n'y avait rien derrière la vie et qu'il est bloqué à jamais dans un rien qui est terrifiant. La voix d'Alexis Marshall passe au début de colérique à de plus en plus désespéré et légitimement terrifié face à la réalisation qu'il est bel et bien seul. Je trouve cette vision absolument terrifiante. Mais on n'est que dans la surface, je vous rappelle, il y a pire qui arrive. Numéro 10, The Caretaker, The Haunted Ballroom. Je vous ai déjà parlé énormément de The Caretaker et de Everywhere at the End of Time dans une vidéo précédente. Concrètement, Everywhere at the End of Time est un de mes projets artistiques préférés de tous les temps.
Mais The Caretaker, ce n'est pas que Everywhere at the End of Time. Je ne vais pas non plus vous parler de An Empty Place Beyond This World, son autre album le plus connu. Pour ceux qui ne le savent pas, The Caretaker, c'est le pseudonyme de James Leyland Kirby dans un de ses projets de musique ambiante dont le concept est de prendre de très vieux vinyles datant d'avant la Seconde Guerre mondiale, qui va recontextualiser en les enregistrant, les déformant, dans l'objectif de faire un son un peu vieux, distant, pour représenter un peu les souvenirs et leur dégradation au cours du temps, notamment quand il s'agit de parler de gens avec des maladies comme Alzheimer. Mais voilà, The Caretaker n'est pas que Everywhere at the End of Time, et en l'occurrence, je voulais vous inviter à jeter un œil à un des albums les plus ignorés de leur discographie, tout simplement leur premier. Memories from the Haunted Ballroom, sorti en 1999, est le premier album de James Leyland Kirby sous le nom de The Caretaker. Et à l'époque, le projet n'avait pas vraiment encore pris forme. Il y avait néanmoins toujours l'idée selon laquelle il fallait réaliser de la musique basée sur des samples de très vieux vinyles, mais tout était beaucoup plus confus et il n'y avait pas vraiment de direction. Ce qui donne ce bijou de sélection de sonorités qu'est Selected Memories from the Haunted Ballroom. Sélection de souvenirs de la salle de bal hantée. Genre salle de bal dans le sens la danse, hein, pas les ballons, tout ça. Le morceau Haunted Ballroom, c'est cette sorte de cri distant de vieille musique étrange, semblant résonner comme les bruits résiduels d'esprit hantant encore une pièce. Un truc absolument cauchemardesque, je trouve ça terriblement triste à écouter et je trouve ça mais vraiment comme... C'est un bruit qui moi me terrifie. Mais néanmoins, il y a un morceau dans cet album qui est très étrange. Numéro 11, The Caretaker, September 1939. On ne sait pas vraiment ce qu'il fait là, ce morceau. Mais s'il s'agit de souvenirs sous forme auditive, septembre 1939 étant le début de la Seconde Guerre mondiale, semble nous indiquer clairement que nous écoutons ici un souvenir traumatique de guerre. On est à des kilomètres de ce que The Caretaker a pu être. Et mettre ce morceau ici est une invitation personnelle pour que vous alliez écouter toute la discographie de The Caretaker et également l'excellent We So Tired of All the Darkness in Our Lives, un autre album de James Leyland Kirby qu'il n'a pas sorti sous le nom The Caretaker mais bel et bien sur son prénom lui-même. Numéro 12, Slipknot, 515. Je n'aime pas trop Slipknot. Voilà, c'est un fait, c'est dit, je n'aime pas trop Slipknot, c'est un groupe que je n'ai jamais vraiment trop apprécié, et en général je n'apprécie pas trop le new metal. En plus de ça, le metal c'est pas tout à fait mon genre de musique, et également je n'apprécie pas beaucoup le rap metal et tout ce qui est fusion entre rap et rock. J'ai tendance à trouver que, sauf de très rares cas, c'est assez mal foutu la plupart du temps. Mais leur album Iowa, je dis pas non. J'ai néanmoins beaucoup de respect pour le morceau d'intro de l'album Iowa. L'histoire de ce morceau est très lugubre, et c'est seulement une parfaite transition de la surface aux eaux claires, parce qu'on commence sincèrement à avoir des sujets très traumatisants. Le membre du groupe Sid Wilson apprit un jour que son grand-père était malade et qu'il risquait de mourir. Il se dirigea donc vers l'hôpital en voiture très vite, mais son grand-père mourut avant que Sid puisse le rejoindre. Ce jour-là, il revint au studio, s'enferma et craqua en criant Death en boucle dans le studio. Ce qui donna ce collage particulièrement perturbant quand on sait que les cris sont particulièrement sincères. Là, on commence à plonger un peu notre tête. On est encore dans des eaux où on peut voir, mais l'obscurité commence à apparaître et surtout, il y a une pression tout autour de nous. Et on commence très vite avec un morceau d'un groupe très connu à nouveau. Numéro 13, Nine Inch Nails, The Downward Spiral. The Downward Spiral de Nine Inch Nails est un classique du rock industriel. C'est un album sorti en 1994 qui mélange parfaitement rock industriel pur, métal et musique électronique expérimentale. Ça a été un succès et c'est pas pour rien, vraiment, cet album est une réussite sous tous les points. Il a été inspiré par une période excessivement difficile dans la vie de Trent Reznor, le frontman du groupe,
qui tomba dans les moments précédant la création de cet album dans des drogues, de l'alcool et notamment une grosse dépression. L'écriture fut difficile et très pessimiste. Il fut enregistré entièrement dans un studio nommé le Pig. Il s'agit de l'ancienne maison de Sharon Tate, qui a été sauvagement assassinée en 1969 par Charles Manson et sa secte, laissant notamment le mot pig ou porc sur la porte de la maison, écrit avec le sang de Sharon Tate elle-même. L'ambiance terrible de ce studio s'est vraiment infusée dans l'album qui a vraiment pris une tournure très pessimiste, avec une histoire racontée dans l'album qui est vraiment terrible. On y suit un homme tombant peu à peu dans la folie, dans la spirale descendante, la downward spiral, qui vers les 2 derniers morceaux de l'album finit par tomber vraiment dans le suicide. L'album est relativement bien enregistré et bien mixé pour la quasi-totalité de celui-ci. Mais l'avant-dernier morceau, le morceau titre, montre un mix beaucoup plus lo-fi et détruit, comme si le disque lui-même était malade. Sur le coup, quand j'ai écouté l'album pour la première fois, ça m'avait vraiment surpris. Puis ces guitares désaccordées arrivent. Et commencent à prendre de la place. Les paroles commencent ainsi, alors que le morceau change drastiquement d'ambiance. Et ainsi, le morceau transitionne vers le suivant. Et vous devez probablement le connaître. Numéro 14, Hurt. Pour ceux qui ne le savaient pas déjà, le morceau Hurt, que vous avez pu notamment entendre par Johnny Cash, a en fait été écrit par Nine Inch Nails à la base. Et oui. Et le morceau de base, donc pas la cover de Johnny Cash, est terrifiant comme morceau. Le morceau de base est beaucoup plus cru, violent, distordu et surtout, il s'agit d'une des odes les plus violentes et pessimistes au suicide. Et il se termine par cette note extrêmement bruyante dans le mix, représentant selon beaucoup de personnes le tir d'un pistolet mettant fin à la vie du protagoniste. Véritablement cauchemardesque. Numéro 15, Swans 93 Avenue Blues. Swans est l'un des groupes de rock expérimental les plus légendaires de l'histoire. Ils sont là depuis archi longtemps et ils continuent de sortir excellent album sur excellent album, malgré des changements de line-up constants et un frontman discutable. Ils ont toujours été extrêmes, dérangeants et profondément efficaces. Que ce soit depuis leur début avec l'album Filth, leur classique de chez Classic Soundtracks for the Blind, un monstre de 2 heures, jusqu'à leur réunion durant la décennie des années 2010 avec les chefs-d'œuvre The Seer, To Be Kind et The Glowing Man. Ces albums sont puissants et tous, mais vraiment tous, méritent d'être écoutés. Vraiment, ils sont tous exceptionnels. Mais de loin, le plus effrayant, c'est The Seer. 93 Avenue B, c'est une adresse d'un building à côté duquel Michael Gira a vécu pendant pas mal de temps. Voici ce qu'il en dit dans une interview qu'il a donnée pour le magazine Rolling Stones. Je vivais dans la 6e rue, et l'avenue B c'était quasiment que des bâtiments abandonnés, des coups de feu chaque nuit, quelques buildings étaient juste des piles de débris, d'autres buildings étaient utilisés par des dealers, et étaient particulièrement des endroits où se vendait beaucoup d'héroïne. Beaucoup de crimes, c'était vraiment une ville différente de ce que c'est maintenant. Ce morceau est donc un peu la bande-son de cette étrange rue dans laquelle il a vécu, corrompu par le crime et la destruction. Et le résultat est vraiment cauchemardesque.
Numéro 16, Lingua Ignota, How to Hold on the Day of My Wrath. Christine Hayter est une musicienne multi-instrumentaliste extrêmement versatile et talentueuse d'éducation musicale classique catholique. Dit comme ça peut paraître chiant, mais ce n'est clairement pas la musique que vous risquez d'entendre dans le projet Lingua Ignota. La musique de Lingua Ignota, son projet solo, est torturée, extrême, obscure, bruitiste, violente sa mère. Voilà, c'est à l'opposé total de la quasi-totalité de son éducation musicale. Tant cette musique est agrémentée de cris de douleur, de violence. Mais pourquoi en fait ? Parce que la vie de Christine a été un putain d'enfer. Christine Hayter a subi beaucoup de cas de violence domestique. Elle a été dans de nombreuses relations abusives, notamment une qui a duré 5 ans avec un musicien de musique noise qui reste non nommé. Et notamment les souvenirs les plus traumatiques dont elle peut se souvenir, ce sont les nombreuses revictimisations qu'elle a pu subir lorsqu'elle a dû témoigner de ses abus à la police. Elle a également souffert de plusieurs maladies mentales, dont de l'anorexie, de la dépression, parfois allant jusqu'à être suicidaire. Elle sort son premier album en 2017 et il s'intitule All Bitches Die. Il s'agit d'un violent appel à la revanche contre tous ceux qui l'ont maltraité. C'est plein de haine, de violence, d'une manière qui est purement cathartique. Il a été enregistré par Lingua Ignota seul, dans une cabane, dans les bois. Et le morceau How to Hold on the Day of My Wrath, celui que j'ai choisi, n'est que purement un peu représentatif de ce que l'on peut entendre en réalité durant l'intégralité de cet album. Écouter l'album seul, avec les lyrics à côté, c'est une sacrée expérience. Mais c'est pas son seul album. Numéro 17, Do You Doubt Me, Traitor. L'album Caligula, sorti en 2019, est selon moi le meilleur album de Lingua Ignota, et c'est l'album qu'elle a sorti après avoir été signée à un gros label. Caligula utilise beaucoup plus d'ornements de musique classique, chers à son éducation donc musicale, qu'il fuse avec des côtés un peu plus expérimentaux et bruitistes, donnant des résultats vraiment très flippants. L'album, du début à la fin, peut s'avérer carrément traumatisant, et pour certaines personnes, ça a carrément ramené des souvenirs terribles, mais c'est une expérience vraiment purement cathartique, dans le sens que vraiment, après, ça fait du bien d'avoir eu une telle agression dans la gueule. Do You Doubt Me, Traitor est selon moi le morceau le plus violent de l'album. C'est un très long morceau et qui... Waouh. C'est un hymne à tous ceux qui ont douté de sa douleur et qui l'ont enfoncé. C'est le morceau le plus impressionnant qu'elle ait réalisé. Il commence doucement, alors qu'elle est très proche du micro, en train de doucement dire les paroles, jusqu'à finir loin du micro, en train de crier à plein poumon toute sa haine envers ceux qui lui ont fait du mal. Numéro 18, Pharmakon, Body Betrays Itself. Pharmakon est un projet musical de noise music par la musicienne Margaret Chaliot. Si sa musique s'avère la plupart du temps sombre et violente, c'est son album Bestial Burden, sorti en 2014, qui personnellement m'a mis le plus mal à l'aise, comme à peu près l'intégralité du reste du monde. Elle a réalisé cet album après avoir eu une maladie grave qui a nécessité une importante chirurgie et de vivre 3 semaines avec un organe en moins. Ça paraît pas, mais c'est quelque chose de véritablement traumatisant. Ce qui lui a vraiment fait mal, c'est le fait de vivre vraiment aux dépens de son corps. Le concept de l'album est très nihiliste, donner cette impression que le corps est une limite, qu'il fonctionne contre l'esprit. Le tout est porté dans une douleur monstrueuse, exprimée par les cris de Margaret.
Body Betrays Itself est donc un de ces morceaux avec un des sound design les plus terrifiants de l'album. Mais c'est pas le plus terrifiant. Numéro 19, Pharmakon, Bestial Burden. Le morceau titre de l'album est la meilleure manière de décrire ce qu'elle voulait dire par le sentiment que son corps n'est qu'un support pour l'âme et qu'il n'est cause que de douleur et de désespoir. Ce morceau est un véritable enfer sonore et également thématique du début à la fin. Numéro 20, The Cure, Pornography. The Cure est l'un des groupes les plus importants des années 80. Ce mythique groupe de goth rock et de post-punk a été responsable de certains des albums les plus importants de la décennie des années 80, notamment l'incroyable Disintegration que je vous conseille d'écouter tout de suite si ce n'est pas déjà fait. Son seul membre permanent au cours des années est Robert Smith, frontman du groupe. Revenons juste en 1981, nous sommes alors au début du groupe et après 3 albums qui rendirent le groupe légèrement connu, c'était le meilleur moment pour le pire moment de la vie de tous les musiciens au moment de l'enregistrement. Robert Smith était profondément plongé dans la dépression et souhaitait soit en finir, soit faire un album qui constituerait un suicide, un album extrême qui expurgerait ses passions, violent, profondément dépressif et pessimiste. Les sessions d'enregistrement de celui-ci étaient agrémentées d'énormément de drogue dure et d'alcool, empilant les ordures dans un coin du studio jusqu'à ce qu'il y en ait une colline gigantesque. Le studio dans lequel ils enregistraient l'album, d'ailleurs, ils dormaient dedans, la plupart du temps, parce que tout simplement, ils voulaient économiser de l'argent. Le tout créait vraiment un environnement sale, pas sain, qui a vraiment conditionné l'atmosphère de l'album. Robert Smith dit dans les interviews qu'il a vraiment perdu tous ses amis pendant l'enregistrement de Pornography. L'album est une expérience sonore vraiment dérangeante et froide, qui, bien qu'elle fût mal reçue à l'origine par la critique, est aujourd'hui considéré comme concrètement le 2e meilleur album du groupe. Et toute l'horreur de la conception de celui-ci peut être résumée en un morceau, le dernier morceau de l'album et également son morceau titre, Pornography. Il démarre par des voix inversées, très mystérieuses et indéchiffrables, puis la batterie très déstructurée arrive. Et cette ambiance cauchemardesque se construit alors. C'est le son d'un homme détruit qui a perdu tout. C'est le son d'un groupe qui meurt. C'est le son d'une longue addiction. Bref, c'est le son de la douleur mis sous forme sonore et c'est, je trouve, brillantissime. Numéro 21, Shoo Shoo, Blacks. Laissez-moi vous parler de Shoo Shoo, un de mes groupes expérimentaux préférés. C'est un groupe composé de plusieurs personnes changeant constamment au cours du temps, mais dont une seule reste constante, un certain Jamie Stewart. J'aimerais d'abord vous parler d'un album, l'album A Promise. Cet album a été créé en 2003 par Stewart seul, alors que le groupe n'était absolument pas connu, et qu'il était au plus profond d'une des périodes les plus difficiles de sa vie. Une période marquée par une forte dépression suicidaire, notamment causée par un événement tragique, le suicide de son père. L'album en question est très minimaliste, composé de percussions électroniques minimales, d'instrumentation simple et mélancolique, entrecoupée de violents murs de synthé bruitistes. C'est un véritable trip, et si vous passez outre la voix déroutante de Jamie Stewart au début, vous aurez en face de vous un des groupes les plus puissants que vous pourrez écouter dans votre vie. Le titre de l'album A Promise, qui signifie une promesse, est une référence à une promesse que Jamie Stewart avait faite à sa mère, une promesse selon laquelle il ne se suiciderait jamais. Vous l'avez compris, A Promise est un album qui parle très sérieusement et de manière très crue de suicide. Déjà, rien que la pochette est bizarre. Il s'agit d'un prostitué asiatique masculin qui a été réquisitionné par Jamie Stewart
non pas pour des besoins sexuels, mais uniquement pour poser dans des photos étranges, très lo-fi et atmosphériques, où le prostitué pose nu, regardant droit l'appareil photo, avec un visage inexpressif et une poupée de bébé dans les mains, disposée à l'envers. Et donc parlons du morceau Blacks de Chou Chou, qui fait partie de l'album A Promise. C'est un des plus crus et des plus cruels vis-à-vis de la question du suicide. En effet, les paroles du morceau, c'est une compilation de différentes phrases que son père lui a dit avant son suicide et qui transparaissent un nihilisme qui fait froid dans le dos. Ces mots ne peuvent peut-être pas vraiment vous atteindre, mais s'il est si haut dans la liste, c'est que dans le contexte de l'album, il s'agit de certaines des lignes les plus violentes et morbides que j'ai pu écouter. De plus, l'ambiance du morceau change de A à Z d'une manière vraiment très déroutante. C'est un trip très particulier. Mais ce n'est pas l'album le plus terrifiant de Chou Chou. Laissez-moi vous parler de Girl with a Basket of Fruit. C'est là que la bizarrerie totale de Chou Chou est vraiment allée à son paroxysme. Les percussions violentes, les paroles agressives mais méticuleuses autour desquelles ces synthés démoniaques s'expriment. Le consensus autour de cette chanson, parce que bon, ça reste Jamie Stewart, c'est un gars vraiment chelou avec des paroles vraiment perchées. Le consensus autour donc de ces paroles serait qu'il s'agirait de l'histoire autour d'une jeune femme violemment séquestrée par plusieurs personnes. Mais ce n'est pas vraiment le morceau dont j'ai particulièrement envie de parler. Celui dont j'ai vraiment envie de vous parler, je peux pas vous en parler dans cette partie de la vidéo. Il va falloir qu'on descende un peu plus. Bienvenue dans les eaux profondes. Numéro 23, Chou Chou, Mary Turner. Ce morceau est le plus flippant de toute la discographie de Chou Chou et est un des morceaux qui, moi, personnellement, m'a le plus glacé le sang la première fois que je l'ai vu. Notamment dû à une chose. Ce morceau raconte une histoire vraie. Mary Turner était une femme noire américaine qui est morte en mai de 1918. Sa mort fait partie des plus horribles de l'histoire de l'Amérique et c'est un des pires cas de lynchage de l'histoire. Les lynchages, c'était des jugements sans procès amenant à la mort, souvent par pendaison, de membres détestés de la communauté. Jusqu'aux années 60, les lynchages étaient particulièrement axés contre les Afro-Américains. Le morceau de Chou Chou raconte la mort de Mary Turner, une femme qui, après que son mari ait été lynché, a décidé de manifester contre les lynchages pour tout simplement honorer la mémoire de son mari. Ça s'est très mal passé. Elle fut pendue à l'envers par les pieds, puis brûlée après avoir été recouverte de pétrole. Elle fut ouverte du haut de son ventre jusqu'au sol, faisant tomber son enfant par terre. Elle était en effet enceinte au moment du lynchage. Levant les yeux, la première et seule lumière qu'il ne verra jamais, les flammes de sa mère brûlant, cherchant à atteindre le premier et seul toucher d'amour qu'il ne recevra jamais, la cendre tombante des cheveux de sa mère en feu. Crie Jamie Stewart derrière des percussions absolument erratiques. Fuck your guns, fuck your war, fuck your truck, fuck your flag. Numéro 24, Mayhem, Dawn of the Black Arts. Mayhem, c'est l'un des groupes les plus célèbres de l'histoire du black metal norvégien. À la fois parce qu'ils sont responsables de très bons albums du genre, notamment Demistéris Dom Satanas, qui est franchement un des plus gros classiques du genre, mais ils sont également connus pour des raisons
un peu plus controversés. Même si ce n'est pas forcément la vérité, ils ont dans l'inconscient collectif reçu la réputation de groupe le plus violent de l'histoire du black metal. Et étonnamment, c'est assez mérité. Ils commencent le groupe en 1984. Ils ne sortiront leur premier album que 10 ans plus tard. Entre-temps, ils ont sorti un EP et ont eu le temps de faire des concerts pour devenir connus dans la scène. Mais tout change en 1988, quand ils ajoutent un nouveau membre au groupe, un certain Dead. C'est son pseudonyme, c'est assez cliché, mais c'est le cas. Dead s'occupe des parties vocales. Et ce gars est extrême. Pendant les concerts, par exemple, il se coupait les veines à l'aide de couteaux de chasse et de verres pilés. Également, il a eu l'idée de rajouter des têtes de porc et de moutons empalées en face de la scène. Dead aimait également s'affamer pendant plusieurs jours afin que les douleurs à l'estomac fassent des meilleures performances vocales selon lui dans ses cris. Et aussi, une fois, il a trouvé un corbeau mort qu'il a mis dans un sac en plastique pour pouvoir le sentir avant les concerts, afin de s'imprégner de l'odeur de la mort. Bref, c'est un peu l'idée qu'on peut se faire du groupe de métal extrême, mais ça va un peu plus loin, parce qu'ils sont également liés à de nombreux incendies d'églises dans les années 90, jusqu'à ce qu'en 1991, Dead se suicide. Pour le coup, lui, il faisait pas semblant. Un autre membre du groupe, Euronymous, trouvera Dead mort, le photographiera et prit des parties de son crâne pour faire des colliers qu'il donna à chaque membre du groupe. Ce qui fera d'ailleurs partir un des membres, le bassiste Necrobutcher. Il fut remplacé par Varg Vikernes qui, 2 ans plus tard, assassinera Euronymous. Mais revenons sur le suicide de Dead. En fait, je veux pas nécessairement parler de musique, la musique de Mayhem étant de base en général plutôt flippante, mais là je veux parler d'un album bootleg, c'est-à-dire un album non officiel et non autorisé. Celui s'appelle Dawn of the Black Arts et utilise comme pochette la photo du corps de Dead. Bref, un groupe vraiment ultra hardcore et fascinant dans la violence qu'ils peuvent éprouver. Numéro 25, Air Police, The Scent. La noise music, c'est de la musique bruitiste qui utilise vraiment des bruits souvent très stridents, forts, désagréables, en s'affranchissant généralement beaucoup de certaines règles basiques de la musique, certains enlevant carrément le rythme dans la plupart de leurs morceaux, et surtout la mélodie, les harmonies, tout ça. C'est une musique expérimentale qui peut être très impressionnante et très intéressante. Air Police fait donc partie de ce genre, et vous allez voir, ce n'est pas pour rien. J'aime particulièrement leur album Mercurial Rites et le morceau The Scent, qui est selon moi un des morceaux qui, d'un point de vue sonore, fait partie des plus terrifiants que j'ai pu écouter dans ma vie. On a une ambiance terrifiante, très industrielle, avec ce qui semble être en arrière-plan une alarme d'urgence, avec en arrière-plan une voix pleine de souffrance qui semble crier « Put your head down » au milieu de non-sens. L'ambiance continue à s'intensifier au cours du morceau, ce qui est suffisant pour déstabiliser à peu près n'importe qui l'écouterait jusqu'à la fin. Numéro 26, Nurse with Wounds, Several Old Moments Before Lunch. Nurse with Wound, on en avait déjà parlé dans la vidéo précédente sur les 10 morceaux de musique terrifiante. J'y avais parlé du morceau I've Plumbed This Whole Neighborhood, qui encore aujourd'hui fait partie des collages sonores les plus terrifiants que j'ai pu écouter. Vraiment un morceau désolé, sans la moindre espérance en arrière-plan et surtout avec une aura de mystère derrière, étant donné que vraiment il vient de nulle part ce morceau. Mais il faut savoir que l'intégralité de leur discographie est parsemée de morceaux terrifiants et d'albums particulièrement morbides. J'aime par exemple beaucoup l'album A Sucked Orange et Soliloquy for Lilith, qui sont tous les deux vraiment très intéressants. Et dans cette vidéo, je vais traiter d'un de leurs morceaux les plus terrifiants et surtout un des morceaux qu'ils ont fait qui est le plus éclectique. Il s'agit du premier morceau de leur EP Gullenskuld, Geigestam and I at Ritzburgs.
Le morceau en question s'appelle Several Odd Moments Before Lunch et c'est une compilation d'étranges et très abstraits et très psychédéliques finalement dans l'idée, paysages sonores qui peignent cette très étrange ambiance qui franchement fait extrêmement froid dans le dos. Numéro 27, Jandek, Ready for the House. En 1978, un album du nom Ready for the House sort sous le nom d'un groupe fictif, The Units. Il sera après réédité sous le nom de Jandek. Avant de sérieusement commencer à parler de ça, cette pochette. C'est la pochette la plus flippante que j'ai pu voir dans ma vie. Tout me met mal à l'aise. L'aspect photo prise au pif, la couleur, l'impression dérangeante qu'il y aurait un cadavre pas très loin de la photo. Tout me met mal à l'aise. Jandek est un des artistes les plus mystérieux de l'histoire de la musique. Depuis 1978, il autoproduit des tonnes d'albums de folk indépendants très atonaux et dissonants, à l'atmosphère cauchemardesque, et on ne sait toujours pas de sûr qui est derrière, même si le consensus serait qu'il s'agirait d'un certain Sterling Richard Smith. Par contre, son histoire personnelle reste un secret complet. Personne ne sait qui il est, qu'est-ce qu'il fait de sa vie, d'où il vient, et ça risque d'être probablement le cas jusqu'à sa mort. Et voici la musique. They told me about you. They told me about you. Un album de 44 minutes, de morceaux semblant complètement dissonants, avec des paroles ultra abstraites qui pourtant, malgré leur son, sont précisément composées. Et c'est véritablement un des albums les plus perturbants que j'ai pu écouter dans ma vie. Numéro 28, Hurty Eldin, Fallen Thief, Captain Take Care. Hurty Eldin est un rappeur canadien faisant de la musique inspirée beaucoup par la noise et la musique industrielle. On peut remarquer notamment une grosse influence de Dev Grips dans les morceaux. C'est un artiste extrêmement peu connu qui sort de la musique en indépendant depuis environ 2 ans, qui a sorti 2 albums et un EP en 2019 avant de disparaître, et il serait apparemment un SDF au Canada, créant de la musique avec très peu de moyens à l'aide d'un ordinateur, et également il semblerait être un ancien addict à l'héroïne. En 2019, entre la sortie de son EP 7 Empty Polaroids et son album From the Pit LP, il aurait, de ce qu'on peut voir avec son compte Twitter et ce qu'il raconte dans l'album From the Pit, fait une rechute dans l'héroïne. Et il aurait réussi à arrêter d'une manière qu'on appelle le cold turkey, c'est-à-dire arrêter toute prise de médicaments en restant enfermé pendant une période assez longue d'environ 2-3 semaines et passer tous les effets du sevrage d'un coup afin que tout simplement à la fin on soit clean. Ça marche finalement assez peu et en général ça laisse des traumatismes à vie. Pourtant il l'a fait, ça lui a permis d'arrêter, mais les traumatismes sont présents. Le morceau Fallen Thief Captain Take Care est l'un des morceaux les plus flippants et étranges de la discographie de Hurty Eldin. Ce morceau est divisé en 2 parties. La première partie étant une ballade lo-fi à la guitare. La deuxième partie, un collage de musique noise cauchemardesque, avec une voix synthétisée racontant l'histoire de Hurty Eldin. Si j'ai bien compris, il nous présente une salle de shoot dans laquelle il a passé énormément de son année 2019. Il y raconte ce qu'il a vu et notamment un endroit, The Pit, où des cadavres s'empilaient. Gigantic pile of human bodies, all filled with larvae, worms, and just a soup of organs liquefied by time. J'ai personnellement extrêmement l'impression qu'il ne s'agit pas de quelque chose de réel, mais bel et bien d'une œuvre artistique. Mais néanmoins, l'ambiance est terrifiante et ce qui est raconté est plutôt dégueulasse. Pour le coup, je vous conseillerais plutôt d'écouter le morceau en entier pour avoir l'intégralité de l'histoire. Je pourrais pas la détailler, j'ai encore beaucoup de morceaux à traiter. Surtout qu'on n'en a pas fini avec Hurty Eldin, il nous reste un morceau de celui-ci. Numéro 29, Hurty Eldin, Nobody No Turns, A Long Road With No Water. C'est le dernier morceau de Hurty Eldin dont je parlerai dans cette vidéo. Nobody No Turns, A Long Road With No Water est un morceau inexpliqué. Sur la page Bandcamp de Hurty Eldin, d'ailleurs, on peut trouver les paroles de tous les morceaux de l'album, à l'exception d'un, celui-ci.
que vous faire écouter le morceau pour vous faire expliquer, parce que c'est juste un trip paranoïaque du début à la fin. Je vous laisse juger par vous-même. Ah oui merde, j'avais oublié. Voici une image du visage de Hurty Eldin. Numéro 30, Daniel Johnston, Hi, How Are You? Daniel Johnston est un artiste de musique folk, indépendante et lo-fi, qui s'est fait connaître dans les années 80 à l'aide de cassettes qu'il enregistrait lui-même à la maison, et il a notamment été rendu très connu lorsque Kurt Cobain de Nirvana mit un t-shirt avec la pochette de l'album Hi, How Are You, dont je vais vous parler à l'instant. On peut classifier Daniel Johnston comme faisant partie de l'outsider music, c'est-à-dire une musique réalisée par des personnes sans forcément une grande éducation musicale et essayant de s'échapper de son industrie. Elle est souvent peu connue et sort énormément des sentiers battus, que ce soit par volonté ou par naïveté. Hi. How are you? Au milieu de l'enregistrement de cet album, que Daniel Johnston considère comme non fini, il était au bord d'un complet craquage mental. C'est simple, Daniel Johnston, pendant toute sa vie, a dû se battre contre un trouble bipolaire et de nombreuses dépressions qui lui ont amené à passer la plupart de sa vie dans des institutions psychiatriques. Et Hi, How Are You, enregistré quand il était encore très jeune, est une des visions les plus pures de cette vie troublante qu'il a vécue. Je vous conseille dans cet album l'excellent morceau Walking the Cow, qui est le plus connu, mais il y en a un qui moi personnellement me fait très mal, c'est le tout premier morceau de l'album, Pour You. Every morning he got up, dreading each moment he had to be awake. And every word that everyone would say got mumbled up in his head. Like mumble jumble, and everywhere he went, it seemed everyone was saying to him, blah, blah, blah. Une sorte de poème raconté par Daniel Johnston lui-même, sans la moindre instrumentale derrière, racontant des hallucinations qu'il avait durant son enfance, pendant ses périodes dépressives, où pendant la nuit, quelqu'un venait le voir et lui disait, doucement dans son oreille, « Poor you, no one understands you, poor you, poor you. » Le 11 septembre 2019, Johnston est retrouvé mort d'une crise cardiaque, signant la fin d'une vie de souffrance, et probablement qu'il est mieux là où il est. Là, les eaux profondes, c'était encore un peu trop joyeux à mes yeux. Plongeons encore un peu plus profond. Bienvenue dans les abysses. Numéro 31. Des scientifiques à Stanford transforment une crise d'épilepsie en musique. Pour commencer dans les abysses, on va commencer avec quelque chose de très simple. Ici, on se retrouve avec un projet juste fascinant. Il s'agit de la collaboration entre Joseph Parvizi, un professeur en neurologie de l'université de Stanford, et un certain Chris Chaffee, qui était lui professeur en recherche musicale à Stanford également. Il est considéré comme un expert en musification, ou le fait de tourner des stimulus naturels en de la musique, en traitant des informations déjà disponibles. Et le projet était simple entre les deux, prendre l'électroencéphalogramme d'un patient ayant une crise d'épilepsie, l'analyser, le musifier, et obtenir ainsi une représentation sonore de ce que c'est que d'avoir une crise d'épilepsie. Ça peut faire sourire, mais ce que vous êtes en train d'écouter, c'est littéralement quelqu'un qui perd le contrôle de son cerveau. Au fur et à mesure de la vidéo, la voix aiguë que vous pouvez entendre, qui est la plus importante à cerner, part d'un léger calme à un complet dérèglement. Le tout avant que vers la fin, les choses se calment.
Le résultat final est plutôt glaçant et peut aussi faire sourire les gens que ça n'atteint pas. Mais personnellement, je trouve qu'on a ici la meilleure représentation empathique de ce qu'est une crise d'épilepsie, une perte totale de contrôle de ses moyens. Numéro 32, White House, Why You Never Became a Dancer. Connaissez-vous les Power Electronics ? Il s'agit d'un genre musical hardcore de noise music industrielle. Elle se base sur des sons très violents, composés de bruits blancs, de statique, de percussions extrêmement violentes et également des feedbacks très accentués. C'est un genre particulièrement extrême, mais pas que dans le son, c'est également dans les thèmes abordés. Il y a une des scènes les plus controversées de l'histoire de la musique. Pas nécessairement parce que les musiciens sont des malades, mais surtout parce qu'ils ont tendance à traiter de sujets vraiment choquants. En effet, les groupes de Power Electronics rajoutent souvent un chanteur dont le rôle est de crier des paroles aux thèmes et aux sujets extrêmement controversés, d'une manière extrêmement menaçante. Les thèmes préférés des groupes de Power Electronics sont en général les tueurs en série, les meurtres en tout genre, les catastrophes, les nazis, la Seconde Guerre mondiale, le viol, les victimes de viol, les maladies mentales, la folie, l'inceste et la pédophilie. Bref, c'est un genre extrêmement provocateur qui n'hésite pas à choquer énormément un grand nombre de personnes. Ce genre a été créé et théorisé par un certain William Bennett, un membre très important du genre et vous allez le voir pourquoi, qui dans un album d'un de ses groupes, un album surnommé Psychopathia Sexualis, théorisera le terme dans les liner notes du vinyle. Cet album, il l'a sorti dans le cadre de son projet musical White House et c'est le groupe dont on va parler aujourd'hui. C'est le groupe le plus important du genre des Power Electronics, composé notamment dans son line-up le plus stable de William Bennett bien sûr, mais aussi de Peter Sotos et de Philip Best, deux autres figures importantes du genre. Au cours de leur discographie composée de 19 albums, ils ont lentement construit un peu la définition du genre, jusqu'à arriver en 2003 à sortir leur album le plus célèbre et l'un de leurs plus grands succès d'estime, le très célèbre Birdseed. Je suis pas nécessairement très fan de ce groupe, ni de ce genre musical, mais on ne peut pas nier le fait qu'il s'agit d'une des formes de musique les plus violentes, plus extrêmes et les plus hardcore de toute l'histoire de la musique. J'ai tendance à trouver que parfois, certains groupes de Power Electronics font du choc pour faire du choc. Et j'ai essayé de ne pas inclure ce genre de morceaux. Mais on va en parler un peu plus tard, vous inquiétez pas, de ce genre de cas. Le premier morceau que je voulais vous présenter de ce groupe, c'est également leur morceau le plus connu, et le premier morceau de leur album Birdseed, sorti en 2003, dont je vous ai parlé précédemment. Ce morceau est également connu grâce à une vidéo très creepy sur internet qui l'utilise comme bande-son. Le morceau est une critique véhémente du court-métrage Why I Never Became a Dancer de Tracey Emin, dans lequel l'artiste explique que sa carrière dans la danse s'est arrêtée à cause de trop nombreux harcèlements sexuels. Le morceau de White House est plein de haine noire et de méchanceté, le tout dans un mauvais goût assumé, accusant Tracey Emin de profiter de tragédie, de mentir et d'avoir réalisé son court-métrage uniquement par vanité et par égocentrisme. Je suis pas vraiment d'accord personnellement, mais il s'agit bel et bien du morceau le plus connu du groupe, de par sa violence extrême dans les paroles et le message assez fort sur l'utilisation du viol dans l'art pour de mauvaises raisons. Bref, ce n'était qu'une mise en bouche. Continuons avec White House. Numéro 33, White House, A Cunt Like You. En effet, White House, ce n'est pas que ce morceau et ce n'est également pas que l'album Birdseed sorti en 2003. Un autre de leurs gros succès d'estime, c'est le très controversé album Mummy and Daddy. Sorti en 1998, Mummy and Daddy traite en partie de pédophilie, d'inceste et de viol. C'est un album composé dans sa première partie de certains des morceaux de noise les plus violents et harsh de l'histoire, puis dans sa deuxième moitié d'un collage sonore réalisé par Peter Sotos, un des membres du groupe à l'époque. Cet album est particulièrement extrême, et vraiment il atteint des niveaux de dérangement qui, moi personnellement, sont à un certain seuil de limite. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à le penser, car cet album est, pour William Bennett, le frontman du groupe White House, l'album le plus terrifiant qu'il ait pu réaliser. Il écrit dans les liner notes de l'album ceci. « Cet album est un peu inquiétant pour moi. Il y a une névrose à propos de ce travail qui est vraiment choquante et atteint des intensités que je n'aurais jamais pu ne serait-ce que rêver d'atteindre. Il y a une beauté dans la musique quand, dans de très rares moments, elle vous amène à un niveau où vous pensez que ça ne peut pas être mieux. La perfection d'un moment précis. Ces sentiments mélangés avec le sujet, en revanche, sont profondément troublants. » Laissez-moi donc vous présenter un des morceaux de l'album, le dénommé A Cunt Like You.
torrent d'insultes que vous entendez, la voix complètement distordue, partant dans les aigus, est là pour vous déstabiliser et vous faire vous sentir nauséeux. En effet, le morceau est calibré pour vous mettre à la place de quelqu'un abusé psychologiquement. Une constante pression sur vous, un torrent d'insultes, un torrent de violence. Et la réalité triste, c'est que le bouton pause n'existe pas dans la réalité. À écouter jusqu'à la fin, ça a le moyen d'être assez traumatisant. Numéro 34, White House, Dado. Toujours dans l'album Mommy and Daddy, Dado est probablement le pire morceau de l'album. Il dure 12 minutes et est le paroxysme de la violence qu'atteindra jamais White House. Il commence par une ambiance menaçante et sale. Pour finalement que le morceau dévie lentement dans un déferlement de bruit industriel, de feedback de cassette, parmi les plus terrifiants qui puissent exister. Toujours dans la même esthétique, avec cette voix qui crie et le son qui se déforme alors que la saturation de la cassette commence à atteindre ses limites. C'est un cauchemar ce morceau. C'est un morceau qui, personnellement, moi, me fascine, tellement il est dans l'extrême constamment. Numéro 35, White House, Birdseed. Au sein de l'album Birdseed, il y a un morceau en particulier qui m'a mis extrêmement mal. Et cette fois-ci, c'est pas un déferlement d'insultes, c'est pas des sons extrêmement saturés, non. Ce qui fait le plus peur ici, c'est la réalité. Je sais pas si on peut vraiment parler de morceaux ou de musique, on en reparlera à la fin, vous inquiétez pas. Mais Birdseed, le morceau titre de l'album de White House que je vous avais présenté précédemment, est, au milieu du bruit et de l'enfer de cet album, un simple collage d'interviews de personnes ayant été violées. I didn't know what was happening. I knew that she was saying it hurt and she was crying out. And she looked at me and he saw her look at me and so he yelled at me to leave the room. So what? My brother shot our daddy. I blame myself. I really do. I can't stand myself because I let that man take my child. I need to know. I need to find my baby. Brut, simple. Ce morceau, entre guillemets, dure 12 minutes et mis en face de l'abstrait des précédents morceaux, il est un rappel sinistre et vraiment frissonnant de l'horreur qu'est vraiment l'abus psychologique et physique. C'est un morceau qui, franchement, détruit intérieurement. Et ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est qu'il soit mis à côté de tous ces morceaux flirtant avec tous les sujets les plus extrêmes possibles. C'est là pour expliquer que l'objectif du groupe n'est pas d'utiliser ces tragédies, le viol, tout ça, comme une esthétique. Ils savent, en effet, que c'est quelque chose de dévastateur et ils n'hésiteront pas à vous le rappeler dans de nombreux morceaux au cours de leur discographie. Personnellement, je trouve l'inclusion du morceau Birdseed dans l'album éponyme très juste. Numéro 36, Gnaw Their Tongues, Nihilism, Tied Up and Burning. Gnaw Their Tongues est un projet de black noise metal industriel dirigé par une seule et unique personne, un certain Maurice Dejang. C'est un des projets qui, de par son son uniquement, me terrifie le plus. Il est particulièrement connu pour l'album Wreaking Pain and Shuddering, un album sorti en 2007 dont la pochette est maintenant célèbre comme l'une des plus terrifiantes qui existent. Le sujet de la musique de Gnaw Their Tongues, c'est le nihilisme, les violences extrêmes. Le tout peut franchement foutre le cafard, rien qu'en écoutant. La vision du monde est accentuée sur la futilité de l'existence, le fait que nous ne sommes que des sacs de viande sans intérêt. On n'est rien, c'est pas joyeux. Et pour exprimer cette vie futile, Gnaw Their Tongues exalte les plus violentes des passions pour montrer qu'il n'y a que de la superficialité derrière. Et le tout est montré d'une manière efficace, avec certaines des ambiances sonores les plus extrêmes que vous pourrez trouver dans le métal.
Numéro 37, Death Pile, Addicted. Death Pile est le projet musical de musique harsh noise et de power electronics de Jonathan Kennedy. Le projet commence en 1996 avec une série d'albums dont le sujet principal est les serial killers, avant de s'arrêter sur le dernier, l'album GR, sorti en 2003, l'apogée du groupe et probablement leur meilleur album, et à mes yeux le meilleur album de power electronics que j'ai pu écouter jusqu'à maintenant. Death Pile raconte l'histoire vraie d'un certain Gary Ridgway. Si vous ne connaissez pas Gary Ridgway, peut-être que vous connaissez le Green River Killer. Gary Ridgway est né le 18 janvier 1949 à Salt Lake City dans l'Utah aux États-Unis. Dès son enfance, il présentait des signes de problèmes mentaux et il avait notamment la fameuse triade McDonald. Pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit d'une série de 3 comportements qui, s'ils sont présentés durant l'enfance par quelqu'un, peuvent être le signe que la personne va mal tourner. Les 3 comportements qui sont associés à la triade McDonald sont la pyromanie, l'énurésie nocturne et la cruauté envers les animaux. Il aurait tué de 40 à 190 personnes au maximum, on ne sait pas trop, entre 1982 et 2003, la date de son arrestation. Gary Ridgway portait une haine profonde et infondée envers la gente féminine. C'est purement des actes de haine misogyne. Et donc l'intégralité de ses victimes étaient des femmes, que ce soit des prostituées ou des femmes trouvées au pif dans la rue. Il abusait de leur corps avant de les tuer, jusqu'à les jeter dans la rivière, la Green River, qui lui donnera le surnom tueur de la Green River. Et donc l'album de Death Pile raconte l'intégralité de l'histoire de Gary Ridgway du point de vue du tueur lui-même, avec certaines des paroles les plus haineuses, horribles, violentes que j'ai pu entendre dans le moindre album dans ma vie. I'm addicted to prostitutes, like some men are to alcohol. I know it's a sin, but I can't stop. I'm addicted. À la fin du morceau, on peut entendre une vraie interview d'une prostituée qui a été violée par Gary Ridgway, qui a réussi à s'échapper, une des rares personnes à avoir réussi à s'échapper de l'étreinte de ce tueur, qui raconte l'abus qu'elle a vécu avec Gary Ridgway, et c'est profondément déchirant. It wasn't for sex. I don't think that he enjoys sex, really personally. Numéro 38, Death Pile, Kenworth. Kenworth est le nom de l'entreprise pour laquelle Gary Ridgway a travaillé pendant une partie de sa vie. En 2003, il y fut arrêté et ce sera donc la dernière fois que Gary Ridgway sera en liberté avant qu'il soit mis en prison à vie. Et le morceau Kenworth élude à cette arrestation. Il commence par une interview de police entre une personne qui a été abusée par Gary Ridgway et un officier de police. Soudain, vers la fin du morceau, le ton change. Ce n'est plus une interview qu'on entend, c'est une voix extrêmement grave qui dit quelques petites phrases extrêmement creepy. Numéro 39, Death Pile, Known Victims. Amina Agashev, 36, last seen July 7th. Known Victims est le morceau le plus long de l'album GR de Death Pile et également un des plus tristes et violents et flippants de l'album. Il s'agit d'un morceau de 12 minutes où une voix doucement dit l'intégralité des personnes qui ont été tuées avec certitude par Gary Ridgway. En arrière-plan, il y a une ambiance sonore extrêmement flippante, un peu ambiante, qui se construit au fur et à mesure du morceau. De quoi vous foutre des putains de frissons dont vous vous souviendrez pendant l'intégralité de votre vie. Found November 13th, 1983, at South 192nd Street and 27th Avenue South. Il faut se mettre à l'évidence, en écoutant ce morceau, vous entendez des noms qui sont tous liés à des familles qui ont énormément souffert
Et c'est un des meilleurs moyens, selon moi, de distancer l'œuvre artistique de la réalité, surtout quand on se rend compte que chacune de ces personnes avait une vie, une famille en arrière-plan. Numéro 40, Death Pile, You'll Never Know. La fin de l'album GR de Death Pile est un des moments les plus terrifiants que j'ai pu entendre dans n'importe quelle musique dans ma vie. Ce morceau est, je pense, la meilleure conclusion qui aurait pu être faite à cet album. C'est brillamment dark. Le morceau se présente comme, pour la plupart de l'album, un texte raconté sur un fond de noise extrêmement puissant, dont je vous ai traduit certaines des paroles. J'ai gardé ça enfermé. Tout ce que je sais a été enfermé. Tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai fait est enfermé dans ma tête. C'est mon monde. Mon monde dans mon cerveau. Mon monde que vous ne connaîtrez jamais. Il y a tellement de questions. Comment les ai-je amenés dans mon camion ? Qu'ai-je dit ? Où sommes-nous allés ? Le morceau continue ainsi avec une série de questions et avec des paroles atroces, de plus en plus deviennent violentes, comme « Les ai-je torturés ? Les ai-je battus ? Ai-je baisé leurs cadavres ? Ou les ai-je jetés ? Était-ce un rituel ? Ou est-ce que je vidais les ordures ? Bref, c'est atroce, mais c'est le maximum que je peux donner sans me faire striker. En revanche, la fin du morceau... Et voilà. Voilà 40 morceaux de musique terrifiants. Je vous ai menti. Est-ce qu'il y a une partie 5 ? Il y a une dernière strate. Il y a plus profond que les abysses. Il y a la limite. Numéro 41, Buyer's Market de Peter Sotos. Peter Sotos, j'en ai déjà parlé dans cette vidéo, si vous vous souvenez, c'est un autre des membres de White House. Et c'est le gars qui est responsable des collages sonores dans toute la discographie et donc du morceau Birdseed dont j'ai pu vous parler. À ce niveau-là, je ne sais pas si on peut vraiment parler de musique en vrai. Je sais que c'est un genre musical qui s'appelle le field recordings, mais c'est assez compliqué parce que finalement, on peut considérer la musique comme une sélection de sons intentionnels et de silence, mais pour autant, peut-on considérer que Buyer's Market de Peter Sotos, sorti en 2002, pile que des enregistrements de victimes de viol, de victimes de tueurs en série, bref, des choses qui vont vous dégoûter de ce dont l'humanité est capable et de ce que des hommes peuvent faire pour ruiner la vie de personnes innocentes. What? You don't want to see your daddy? He loves you. Mais à ce niveau-là, je ne sais pas vraiment si on peut parler de quelque chose de véritablement artistique. Musicalement, il n'y a rien. Ça reste du documentaire audio finalement. C'est pas de la musique, même si c'est sorti comme un album. Et au-delà de tout ça, c'est quand même très exploitatif. Je vois une grosse différence artistique entre mettre le morceau Birdseed au milieu d'un album de noise pour remettre en question les choses, comparé à faire juste une sélection de documentaires de certaines des choses les plus tristes que vous pourrez écouter de votre vie. Mais voilà, c'est pas fait, je pense, avec les mêmes intentions que Birdseed. C'est fait avec beaucoup plus de cynisme. Et moi, ça me met mal à l'aise. Mais c'est pas le pire. Numéro 42, John Duncan, Pleasure Escape. J'ai pas eu envie de vraiment aller très en détail quand il s'agissait de parler de cet album, et je vais pas aller très loin non plus. Il s'agit d'un enregistrement long de quelqu'un qui pratique un acte nécrophile. Voilà. C'est ça l'album. À l'intérieur, il y a aussi une autre partie qui est un peu plus musicale, mais c'est tout. Je sais qu'il y a un débat sur séparer l'art de l'artiste. Moi, personnellement, je pense que c'est pas faisable, mais je pense qu'on peut tous être d'accord qu'ici, ce n'est pas possible de passer outre. On peut éventuellement trouver des situations où, je sais pas, un connard a fait un bon morceau, ok, peut-être. Moi, ça me dérangerait quand même. Mais là, c'est pas possible. C'est dans la construction de l'album, ce n'est pas possible.
L'artiste qui a créé l'album, John Duncan, dit au sujet de cet album ceci. Je voulais me punir moi-même, de la manière la plus violente que je pouvais. J'avais déjà décidé de faire une vasectomie, mais c'était pas assez. Je voulais que mes dernières semences fonctionnelles soient dépensées dans un corps mort. Je me suis débrouillé pour avoir des relations sexuelles avec un cadavre. J'ai été violemment jeté de plusieurs sex shops avant de rencontrer un homme qui m'a fait rencontrer un assistant d'une morgue dans une ville mexicaine. Mais on peut aller encore plus loin. Numéro 43. J'ai pas envie de donner le nom du groupe. J'ai vraiment pas envie parce qu'il s'agit d'un groupe de power electronics fait par un gars qui d'ailleurs est, je crois, assez actif dans la communauté de métal, mais il a plusieurs groupes de noise music en arrière-plan, et c'est des power electronics, et le sujet c'est tout le temps la pédophilie, et là on arrive à un niveau où je peux plus rien excuser, parce que déjà d'un point de vue éthique c'est très moyen, les paroles qui sont données elles sont vraiment pas bien, c'est très explicite et vraiment immonde. Et notamment une des pochettes d'un de ces albums, d'un de ces groupes, contient sur la pochette une photo issue d'un film pédopornographique. Ça, je peux pas. Voilà, je peux vraiment pas. Et au-delà de ça, c'est un sacré album de merde. C'est vraiment nul à chier. Genre vraiment nul à chier. Il y a vraiment rien d'artistique derrière. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me poser des questions sur la validité de tout ça. La musique et l'horreur, c'est difficile. Et en réalité, j'ai été un peu perdu en réalisant cette vidéo parce que j'avais vraiment mis certaines des musiques les plus terrifiantes que je puisse trouver dans le premier épisode, et ça m'a énervé parce que du coup j'aurais bien aimé mettre Frankie Teardrop, Hamburger Lady dans les abysses, mais voilà, malheureusement ça a déjà été utilisé. Mais j'aimerais poser vraiment des questions autour de la musique, etc. À partir de quel moment on arrête de faire de la musique ? Je pense notamment que par exemple la musique noise c'est de la musique, pour moi il n'y a aucun débat. Mais quand je suis arrivé sur des trucs comme Buyer's Market de Peter Sotos, je me suis un peu plus posé la question. Est-ce que c'est vraiment de la musique ? Parce que pour moi, Buyer's Market de Peter Sotos et Pleasure Escape de John Duncan, surtout Pleasure Escape, ne sont pas de la musique. Pour moi, c'est de la documentation, c'est du field recordings, et j'ai du mal à considérer que ce genre de field recordings, c'est de la musique. Mais je suis persuadé qu'il y aura des gens qui seront là pour dire que l'album dont j'ai pu parler, juste avec le pitch, c'est pas de la musique non plus. Juste parce que c'est dégueulasse, horrible, et que c'est sorti de toute intention artistique intéressante. Et là, c'est le moment où je vais dire que si c'est de la musique, si c'est de l'art, c'est juste de la merde. C'est vraiment pour moi une chose intéressante. C'est comme quand des gens disent que Maître Gims, c'est pas de la poésie. Si c'est de la poésie, c'est juste pas bien. Et je pense que juste le fait de classifier quelque chose comme de l'art ne devrait pas être porté comme quelque chose de supérieur, quelque chose qui doit forcément être bon. Et c'est la question que moi personnellement je me pose. Mais derrière tout ça, on se retrouve avec une bonne sélection dont vous pouvez être certain qu'il y a au moins 40 morceaux que je trouve ne serait-ce qu'intéressants d'une manière ou d'une autre. Parmi ces 40 morceaux, j'espère que vous aurez trouvé quelque chose qui vous plaira, quelque chose qui a pu vous terrifier, parce que j'y ai mis vraiment tout mon amour. Et j'ai vraiment aimé faire cette vidéo pour vous. J'espère en tout cas que ça vous a donné envie de découvrir des genres musicaux un peu plus éclectiques, différents. Et tout simplement, j'espère que vous passez un bon moment. Donc n'hésitez pas à checker, donc, si vous avez remarqué, j'ai parlé un moment du groupe, enfin du personnage Hurty Eldin, c'est moi, si vous n'avez pas compris la vanne, c'est moi, Hurty Eldin. C'est un projet de musique hardcore, noise, rap un peu spécial. Au début c'était un peu space, mais finalement ça c'est un peu plus
défini au fur et à mesure du temps. J'espère que ça vous plaira. Je suis désolé, j'ai fait un petit self-plug, mais c'est parce que j'avais vraiment envie d'en parler. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, je suis désolé, je ramble un peu, mais ça me fait plaisir d'être enfin terminé avec ce tournage. Ça fait plus de 3 heures que je tourne. Là, ça fait 1 heure que je tourne. J'ai dû faire ce tournage en 3 fois. Je pense que vous allez remarquer, dû au changement de caméra. Non, pas de caméra, d'angle de caméra. Bref, merci beaucoup de me suivre. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Partagez-la parce qu'elle sera démonétisée à mort. Et à la prochaine. J'ai hâte de continuer à faire des vidéos. Bon 2021, même si ça commence mal. Et voilà. À la prochaine.